Mes chers concitoyens, frères et sœurs, manifestants, je m'adresse à vous aujourd'hui, non pas en tant qu'adversaire, non pas en tant que juge, mais en tant que témoin de la souffrance de notre nation, et en tant que citoyen qui, comme vous, aspire à un avenir meilleur. Je vois votre colère, je comprends votre frustration. La voix du peuple est une force puissante et légitime. C'est le droit fondamental de toute démocratie que de pouvoir s'exprimer, de protester contre l'injustice, de demander des comptes et d'exiger le changement. Nous sommes unis par cette soif de dignité, cette attente d'une vie plus juste et plus équitable. Mais je vous le demande, et je vous le demande avec le poids de la vérité, regardez autour de vous. Regardez les flammes, regardez les décombres, regardez les vitres brisées et les stations-service saccagées. Regardez les murs calcinés de nos édifices publics et les boutiques pillées de nos voisins. Nous manifestons pour un avenir meilleur. Mais ces actes de destruction, cette spirale de violence, ne font que démolir les fondations mêmes de cet avenir que nous appelons de nos vœux. Nous sommes ici pour parler du coût réel de cette destruction, de ses conséquences amères pour nous tous, pour notre peuple et pour nos enfants. Laissez-moi détailler avec vous le prix de cette fureur. Chaque vitre brisée, chaque voiture incendiée, chaque sac volé a un impact, non pas sur ceux que vous ciblez par principe, mais sur la vie quotidienne de l'homme et de la femme ordinaire. 1. L'arrêt des services essentiels. Lorsque vous ciblez et détruisez une station-service, qui en est la première victime? Ce n'est pas la compagnie pétrolière lointaine. Ce sont l'ambulancier qui ne peut plus faire le plein pour se rendre à l'hôpital. Le chauffeur de taxi ou de bus qui ne peut plus travailler et nourrir sa famille. Le petit agriculteur qui ne peut plus faire tourner le moteur de son tracteur pour apporter ses récoltes au marché. Le médecin, l'infirmière, le travailleur qui n'a pas de moyens de transport pour se rendre à son travail, aggravant la paralysie du pays. Le carburant et le sang qui fait circuler notre société. Couper ce flux, c'est paralyser la vie de millions de nos concitoyens, y compris ceux qui soutiennent votre cause. 2. La destruction du service public. Les édifices publics, les mairies, les écoles, les centres de santé, les bureaux d'état civil, les tribunaux, sont nos outils collectifs. Ce sont nos biens communs, financés par nos impôts. En les brûlant, vous détruisez les archives et les registres d'état civil. Demain, comment prouver la naissance de votre enfant, le titre de propriété de votre maison, ou votre droit à la retraite? Ces documents, c'est l'identité et la sécurité de chacun. En saccageant les écoles, vous privez des milliers d'enfants de leur droit à l'éducation. Vous détruisez leur avenir, les condamnant à perpétuer le cycle de la pauvreté contre lequel nous nous battons. En endommageant les hôpitaux ou les centres de santé, vous mettez en danger la vie de ceux qui ont besoin de soins urgents. Qu'arrivera-t-il si c'est votre mère, votre enfant, ou vous-même, qui a besoin d'une intervention vitale demain dans un établissement que vous avez rendu inutilisable aujourd'hui? 3. L'acharnement contre les entreprises locales. Le vol et le vandalisme contre les entreprises locales sont peut-être l'acte le plus autodestructeur. Qui sont les propriétaires de ces petites épiceries, de ces garages, de ces restaurants? Ce sont nos voisins, ce sont des familles qui ont investi toutes leurs économies, contracté des prêts, travaillé des années, pour bâtir un petit commerce. Lorsque vous les pillez ou les détruisez, vous ne faites pas de mal à l'élite financière. Vous poussez à la faillite des familles de la classe moyenne et populaire. En cassant ces entreprises, vous détruisez des emplois, souvent le seul revenu de plusieurs familles. Ces emplois perdus, c'est nous qui les pleurons, ce ne sont pas les puissants. La destruction matérielle est un coût que nous, le peuple, devrons payer collectivement, par des impôts plus lourds pour la reconstruction, ou par l'absence pure et simple des services détruits. Au-delà des pertes immédiates, il y a des conséquences systémiques qui vont nous hanter bien après que la fumée se soit dissipée. Ces conséquences frappent directement l'économie, le tissu social, et la crédibilité de notre lutte. 1. L'exode des investissements et l'augmentation du chômage. Chaque image de violence, chaque reportage sur le pillage, est vu à l'extérieur. Les investisseurs, qu'ils soient étrangers ou nationaux, recherchent la stabilité. Lorsque nous détruisons, nous envoyons un signal clair. Notre pays est instable, dangereux et imprévisible. La conséquence est immédiate, les investissements fuient. Les projets de construction, les ouvertures d'usines ou de bureaux sont annulés. Moins d'investissements signifie moins de création d'emplois. Les entreprises qui devaient embaucher ne le feront pas, et celles qui existent déjà licencieront pour réduire les risques ou fermeront définitivement, faute d'un environnement sécurisé. Nous nous battons contre le chômage, mais nos actions sont en train d'en créer davantage. Qui souffre de ce chômage? Les jeunes qui manifestent aujourd'hui et les familles qui luttent pour joindre les deux bouts. 2. L'inflation et la hausse du coût de la vie. La destruction a un effet direct sur les prix, ce qui nous touche tous, en particulier les plus pauvres. Lorsque les entrepôts sont pillés et les chaînes de distribution brisées, routes bloquées, camions détruits, la rareté s'installe. Moins de produits sur le marché égale augmentation des prix, l'inflation. Le prix du pain, du lait, des médicaments, des transports, monte en flèche. Vous manifestez pour une vie plus abordable, mais en perturbant l'économie, vous rendez la vie incroyablement plus chère pour l'ensemble de la population,
y compris pour ceux qui peinent déjà à se nourrir. 3. Le retard de la reconstruction et de la réforme. L'argent qui devait servir à construire de nouvelles écoles, à moderniser les hôpitaux ou à financer des programmes sociaux pour les jeunes, devra désormais être utilisé pour réparer ce qui a été détruit. Chaque gourde dépensée pour remplacer une voiture de police brûlée ou une porte vandalisée est une gourde qui ne sera pas dépensée pour la réforme agraire, l'amélioration des salaires ou la création d'infrastructures durables. Nous sommes comme un homme qui, sous la colère, briserait son propre toit en plein hiver. L'urgence n'est plus la dignité ou le progrès, mais la survie et la réparation du dommage que nous nous sommes infligés. La violence économique que vous exercez sur notre propre pays est un recul de plusieurs années, voire de décennies, dans notre quête de développement. Au-delà de l'économie, cette violence sape notre force la plus précieuse, notre légitimité morale et notre unité nationale. 1. La perte de crédibilité et la démobilisation du soutien populaire. Le mouvement de protestation est fort tant qu'il a le soutien de la majorité silencieuse, les maires, les travailleurs, les professionnels. Lorsque la protestation dégénère en pillage et en destruction, le message initial, juste et légitime, est noyé par le chaos. Les gens ne se souviennent plus de la cause de la manifestation. Ils se souviennent du chaos qui les a empêchés d'aller travailler, de l'école de leurs enfants fermés, de leurs voitures volées. Ils se détournent de la cause. Votre violence donne aux adversaires de la réforme l'excuse parfaite pour discréditer l'ensemble du mouvement. Vous devenez la menace à la paix que le peuple redoute, au lieu d'être les héros de la justice qu'il soutient. 2. La porte ouverte à l'abus de pouvoir. Un État a pour mission première d'assurer la sécurité de ses citoyens et de leurs biens. Lorsque le chaos s'installe, lorsque l'ordre social s'effondre par nos propres actions, nous donnons un prétexte en or à l'autorité pour réagir avec une force accrue, même disproportionnée. Le désordre appelle la répression. En nous marginalisant par la violence, nous donnons carte blanche à ceux qui veulent étouffer la voix du peuple. Nous perdons le haut du pavé moral. La violence que nous exerçons contre nos propres infrastructures justifie les mesures de sécurité les plus dures, y compris l'atteinte à nos libertés fondamentales, le couvre-feu, la militarisation de nos rues. C'est un piège historique et nous sommes en train de marcher dedans. 3. La fracture de l'unité et la peur communautaire. Qui vole, qui brûle, qui casse, ce sont nos concitoyens, parfois nos voisins. La destruction introduit la peur et la méfiance au sein de nos propres communautés. Les commerçants vont désormais se méfier des manifestants, l'homme de la rue va craindre la foule. Cette fracture sociale est difficile à réparer. Notre lutte est une lutte pour la cohésion, pour une société où nous pouvons nous faire confiance et nous soutenir mutuellement. En nous comportant en destructeurs et en pillards, nous trahissons cette vision, nous remplaçons la solidarité par la loi du plus fort. Alors, que faire ? La colère est un moteur puissant, mais elle doit être canalisée. La vraie force ne réside pas dans la capacité à détruire, mais dans la capacité à construire, à organiser, à persister avec intelligence et discipline. Nous avons le pouvoir de changer les choses sans nous ruiner. La désobéissance civile organisée, bloquer l'économie sans la détruire. Les grèves générales, les sit-ins pacifiques, les chaînes humaines. Ce sont des actions qui exigent l'attention sans détruire le capital de notre pays. Le boycott économique ciblé, utiliser notre pouvoir de consommateur pour pénaliser ceux que nous dénonçons. Le dialogue et l'organisation, transformer l'énergie de la rue en force politique structurée. Créer des comités de citoyens, rédiger des propositions claires, former des leaders respectés. La protection de nos biens. La prochaine fois que nous marcherons, faisons-le comme des protecteurs. Organisons-nous pour entourer et protéger nos écoles, nos centres de santé, les petits commerces, en montrant au monde que nous sommes les gardiens de l'avenir de notre nation. Nous sommes le peuple, c'est notre pays, c'est notre avenir. Nous ne devons pas être nos propres bourreaux. Chers frères et sœurs, manifestants, citoyens, nous avons vu l'ampleur de la destruction, et nous avons compris ses conséquences amères. La violence est un mirage, elle nous donne l'illusion de la puissance un instant, mais elle nous laisse plus pauvres, plus divisés, et plus vulnérables le lendemain. Elle nous éloigne de nos objectifs au lieu de nous en rapprocher. La véritable révolution est celle de l'esprit. C'est celle qui dit, nous sommes indignés, mais nous sommes disciplinés. Nous sommes en colère, mais nous sommes responsables. Nous voulons un avenir, et nous refusons de le détruire aujourd'hui. Je vous exhorte à faire le choix de la grandeur. Jetez cette pierre, éteignez cette flamme, laissez ce magasin en paix. Reprenez le contrôle de votre protestation. Redonnons au mouvement sa dignité et sa force morale. Ne laissons pas notre quête de justice se transformer en une sentence de pauvreté pour notre propre peuple. L'histoire retiendra non pas la hauteur de notre colère, mais la sagesse de nos actions. Reconstruisons l'unité, protégeons nos biens, bâtissons, ensemble, le pays digne et juste pour lequel nous nous battons. La voie est longue, mais elle est noble. Marchez avec conscience, marchez avec responsabilité. Merci. Abonnez-vous si vous avez aimé ce message et n'oubliez pas de le partager avec vos proches.